to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Souvent, la découverte du cinéma de Jean-Luc Godard se fait au travers de l'un de ses 3 films, À bout de souffle, Le mépris ou Pierrot le fou. Mais quel que soit le film que l'on choisit, souvent la première réaction du spectateur en le découvrant est une sorte de surprise. C'est une réaction de quelqu'un qui fait face à un film un peu étrange, un peu bizarre, un peu inhabituel. Et la raison en est la suivante, c'est que dans ces films, Jean-Luc Godard, sans complètement tourner le dos à la grammaire cinématographique, prend cependant certaines libertés. Il va explorer certaines possibilités auxquelles le spectateur n'est simplement pas habitué. Et le fait que le spectateur soit habitué à une certaine grammaire cinématographique, c'est tout à fait normal. À vrai dire, cette grammaire cinématographique, elle s'est développée depuis les origines du cinéma pour justement faire en sorte que ce qui n'est, comme Godard le dit lui-même dans Ici et ailleurs, qu'une succession d'images, les unes à la suite des autres, puisse avoir un sens global, puisse raconter quelque chose, que le cerveau puisse interpréter cela comme une action. Mais ça donne ça parce qu'en fait, quand on fait un film, les choses se passent de cette façon. Chaque fois, une image vient remplacer l'autre. Chaque fois, l'image d'après chasse celle d'avant et prend sa place, tout en gardant, bien sûr, plus ou moins le souvenir. Et c'est possible parce que le film bouge. Le film bouge et que les images ne viennent pas s'enregistrer ensemble, mais séparément, l'une après l'autre, sur leur support. Agfa, Kodak, Orvo, Gevert. Par exemple, quelque chose qui dans la grammaire cinématographique habituelle est considéré comme une erreur, c'est un jump cut. Un jump cut, c'est quoi ? Un jump cut, c'est quand typiquement une scène est filmée avec une coupure au milieu, au montage, et un changement dans la configuration. Cela va créer en fait une impression de coupure, de saut, d'où le nom anglais, jump cut. De saut entre deux situations qui n'est du coup pas du tout naturel. On voit qu'il s'est passé quelque chose et on comprend que c'est un artifice de montage et que ce que l'on voit n'est pas la réalité, est issu d'un travail de montage. Et bien justement, le jump cut, qui pour cette raison est souvent considéré comme une erreur de montage, c'est quelque chose que l'on va voir énormément dans À bout de souffle, où Godard va l'utiliser à de nombreuses reprises sans justification claire. En tout cas, à première vue, naturellement, que ce n'est pas juste une fantaisie, mais en tout cas, ça peut troubler le spectateur qui n'est pas habitué à ce que, par exemple, un dialogue soit à la fois continu dans le son, mais complètement coupé dans l'image. Hélas, hélas, hélas. J'aime une fille qui a une très jolie nuque, de très jolis seins, une très jolie voix, de très jolis poignets, un très joli front, de très jolis genoux. Donc voilà, ce sont des ruptures dans les règles cinématographiques qui vont nous marquer. Une autre, dans À bout de souffle, ça va être le regard caméra de Jean-Paul Belmondo. Alors, ce serait faux de dire que le regard caméra n'existe pas avant À bout de souffle. Il existe, et d'ailleurs l'année avant À bout de souffle, François Truffaut, justement, concluait son premier film, Les 400 coups, d'un regard caméra célèbre de Jean-Pierre Léaud. Donc oui, le regard caméra existait avant À bout de souffle. Et pourtant, Godard va plus loin, à mon avis, parce que non seulement Jean-Paul Belmondo regarde la caméra, regarde le spectateur, donc lui fait comprendre qu'il est conscient d'être observé par un public, mais en plus de ça, Belmondo va s'adresser directement au spectateur, en cassant complètement l'illusion du cinéma. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Et c'est bien de cela qu'il est question, de casser l'illusion du cinéma. Pour moi, les films de Jean-Luc Godard, et pas seulement les 3 films que j'ai cités, mais l'essentiel de sa cinématographie, nous répètent en permanence « je suis un film ». Mais une question que l'on peut se poser, c'est
Pourquoi cet acharnement à nous rappeler la véritable nature de ce que l'on regarde? Pourquoi cet acharnement à nous rappeler que nous sommes en train de regarder non pas la réalité, mais un film? Eh bien, en fait, cela s'explique assez naturellement quand on regarde ce qu'est le cinéma. Depuis la première projection publique par les Frères Lumière, il y a eu une identification du spectateur au film qu'il regarde. La légende est célèbre. L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat de Louis Lumière avec le public effrayé de voir le train arriver dans leur direction, les personnes criant, quittant la salle. Alors depuis, on sait que c'est surtout une légende, mais que tout de même, il y a eu des réactions de recul. Il y a eu une peur par rapport au fait que l'on s'identifiait, que le public s'identifiait déjà à l'action qui était montrée. Et cette identification, elle fait vraiment partie un peu du cœur de la façon dont on fait le cinéma aujourd'hui. Et d'ailleurs, énormément de personnes peuvent critiquer certains films en disant qu'ils n'ont pas réussi à s'identifier aux personnages, qu'ils n'ont pas réussi à s'identifier à l'action, etc. Mais alors, si cette identification est tant recherchée par tous, si elle fait partie, vraiment, si elle était présente à la naissance du cinéma, pourquoi est-ce que Jean-Luc Godard veut-il autant lui tourner le dos? Pourquoi veut-il autant nous empêcher de nous identifier, nous rappeler systématiquement que nous regardons un film? Pour répondre à cette question, j'aimerais convoquer un autre artiste. Un artiste qui a énormément en commun avec Jean-Luc Godard. Il a en commun, par exemple, une approche très théorique de son art. Une production extrêmement riche, extrêmement abondante, extrêmement variée. Il va avoir en commun également un engagement politique fort, avec des idées proches du marxisme, et également la volonté de créer un art fondamentalement politique. Cet artiste, c'est le dramaturge allemand Bertolt Brecht. Et Bertolt Brecht, dès les années 20, il va travailler à développer une nouvelle forme de théâtre, un théâtre qu'il va appeler de plusieurs noms, théâtre didactique, théâtre épique, mais nous reviendrons sur ces appellations un petit peu plus tard. Le fait est en tout cas que Bertolt Brecht cherche à développer un théâtre nouveau, et que ce théâtre nouveau a énormément influencé Jean-Luc Godard. Pour comprendre le théâtre de Brecht, que Brecht lui-même a énormément théorisé dans ses écrits, commençons par regarder une métaphore. Cette métaphore, c'est la métaphore d'un accident. Qui sera à même de prendre les meilleures décisions face à un accident? La personne directement impliquée dans l'accident? Pas vraiment, car celle-ci est vraiment complètement submergée par les émotions et complètement prise par la situation et ne va pas avoir forcément le recul nécessaire pour analyser froidement la situation pour prendre les décisions les plus rationnelles. A l'inverse, un spectateur externe va avoir une capacité de jugement complète, va être complètement capable d'analyser les faits, de prendre les décisions rationnelles, les décisions utiles au bon moment. Eh bien, c'est exactement la même chose que Brecht veut apporter avec son théâtre. Il veut que le spectateur, en sortant d'une pièce de théâtre, ne soit pas rentré dans la pièce, n'ait pas été la victime de l'accident, mais été l'observateur extérieur, pour se dire ce que cet homme a dit dans cette pièce, c'est intéressant, ça me fait réfléchir à la société, maintenant j'ai envie d'agir dans cette société. Et parce que justement, Bertolt Brecht est un marxiste convaincu. Et du coup, Bertolt Brecht croit à l'éducation du peuple sur la société. Il pense que le peuple doit et peut analyser sa société, la société dans laquelle il évolue. Et en même temps, philosophiquement parlant, Bertolt Brecht a été très influencé par les idées de Nietzsche. Et du coup, il est familier avec cette notion de gai savoir. Et pour Brecht, cette connaissance de la société, elle peut se développer par le divertissement. Et par un divertissement en particulier, le théâtre. C'est donc la solution à que va proposer Bertolt Brecht. S'instruire par le théâtre. Et s'instruire en prenant de la distance par rapport à ce que l'on regarde. Avoir un spectateur qui ne s'identifie pas à l'action, qui la regarde et peut ainsi construire un haut niveau de conscience objective par rapport à ce qu'il regarde. Et justement, Brecht considère que le XXe siècle est une ère scientifique et que le spectateur doit être en mesure de proposer une analyse scientifique des faits, d'avoir une vision scientifique, analytique de la réalité. Cette vision analytique et scientifique, elle doit être aidée, guidée par le dramaturge. Elle doit être également aidée par les acteurs, par la mise en scène, etc.
qu'il recherche, c'est donc finalement une activité intellectuelle de la part du spectateur, et non pas simplement une immersion très passive devant la pièce de théâtre. Ainsi, Brecht va développer toute une théorie d'un théâtre qui est réaliste. Le théâtre doit parler du monde, doit parler des faits de société, afin que le spectateur soit confronté à une sorte de réalité et qu'il puisse réfléchir sur sa propre condition. C'est donc le fond du théâtre de Brecht, un théâtre réaliste. Mais quelle est la forme ? La forme, le moyen que trouve Brecht pour cela, c'est ce qu'il va appeler la distanciation, l'effet de distanciation, en allemand Verfremdungseffekt. L'effet de distanciation, qui avait déjà été un petit peu analysé avant Brecht, c'est cet effet de prendre un recul par rapport aux événements qui nous sont montrés. Et cet effet de distanciation, une fois encore, doit être travaillé par l'acteur, par le metteur en scène et par le dramaturge. Cet effet de distanciation, il a deux rôles. Le premier, comme je l'ai dit, c'est de nous permettre de réfléchir, de mettre le spectateur dans un état analytique, dans un état réflexif par rapport au spectacle. Le deuxième rôle, c'est justement d'appuyer ce qui, autrement, une fois qu'on est immergé dans une scène, paraîtrait tout à fait normal. C'est montrer un élément que l'on n'aurait pas remarqué autrement, justement en prenant de la distance par rapport à lui. Et en prenant cette distance, cet élément, d'un coup, devient important. Distancier, c'est transformer la chose qu'on veut faire comprendre, sur laquelle on veut attirer l'attention, de choses banales, connues, immédiatement données, en une chose particulière, insolite, inattendue. Ce qui se comprend tout seul est d'une certaine manière rendu incompréhensible, mais à seule fin d'en permettre ensuite une meilleure compréhension. Pour passer d'une chose connue à la connaissance claire de cette chose, il faut la tirer hors de sa normalité et rompre avec l'habitude que nous avons de considérer qu'elle se passe de commentaires. Et ainsi Bertolt Brecht va développer une vision nouvelle du théâtre, une vision qui va s'opposer à la vision plus classique qui est en particulier celle du drame aristotélicien. Alors le cœur du théâtre aristotélicien, ça va être justement de provoquer des émotions, en particulier avec la catharsis. Et c'est exactement ce que combat Brecht. La catharsis, c'est annihiler la capacité de réflexion du spectateur. C'est le plonger directement dans le drame sans lui permettre de prendre la distance pour analyser ce drame. Et du coup, dans le théâtre de Brecht, ce qui va compter, ça va être plus l'analytique que l'émotionnel. Et du coup, l'outil pour cela, ça va être le mot. Le théâtre de Brecht, c'est un théâtre qui va énormément se baser sur le logos, sur l'explicitation. Et pour cette raison, Brecht considère que son théâtre va se rapprocher plus d'une autre forme littéraire que du drame aristotélicien, et cette forme littéraire, c'est l'épopée. Et c'est ainsi qu'il va utiliser le nom de théâtre épique pour désigner sa théorie théâtrale. Alors par la suite, il va encore changer et il va privilégier le terme de théâtre didactique. Et j'aimerais que l'on garde ces deux termes en tête, théâtre épique et théâtre didactique, quand on va revenir à Jean-Luc Godard. Mais parlons rapidement du théâtre épique. Je vais parler un petit peu de la distanciation, mais qu'est-ce qui est le cœur du théâtre épique ? Qu'est-ce qui est le fondement théorique du théâtre épique ? Alors comme je l'ai dit, le théâtre épique va se fonder essentiellement sur la narration et sur le mot. Ça va être un théâtre qui va développer une histoire longue, mais qui va également chercher à séquencer cette histoire en petites parties. Des petites scènes qui seront complètement indépendantes les unes des autres. Indépendantes non pas dans le sens où il n'y aurait pas d'histoire globale, mais indépendantes dans le sens où ces scènes peuvent être prises séparément et peuvent délivrer un message séparément, contrairement à un drame aristotélicien dans lequel chaque scène poursuit un but pour la construction de l'histoire dans sa globalité. Chez Brecht, chaque scène peut être visualisée indépendamment et va porter son propre message. Et ainsi, l'enchaînement des scènes, qui n'est plus naturel dans une forme de narration dramaturgique, je dirais, cette narration épique doit se faire par le montage, c'est-à-dire par l'assemblage des scènes, par le dramaturge et par le metteur en scène. Mais revenons maintenant à Jean-Luc Godard. Il est évident, et il est connu, que Jean-Luc Godard était très familier avec le travail de Brecht et admirait beaucoup son œuvre.
Et d'ailleurs, Godard cite explicitement Brecht dans l'un de ses films. Ce film, c'est La Chinoise. Alors il le cite explicitement parce que l'un des personnages principaux, interprété par Jean-Pierre Léaud, encore lui, est un acteur particulièrement intéressé par Bertolt Brecht. Et d'ailleurs, le portrait de Bertolt Brecht apparaît même à l'écran dans le film. Non, ils n'avaient pas compris que c'était du théâtre, du vrai théâtre. Une réflexion sur la réalité. Je veux dire, quelque chose comme Brecht ou bien Shakespeare, quoi. Alors, est-ce que l'on peut dire que La Chinoise est un film brechtien? Très certainement. Déjà parce que le film va défendre la thèse d'un véritable théâtre socialiste, un théâtre qui peut changer la société en profondeur, justement en confrontant le spectateur avec une réalité sociale. C'est ce théâtre-là que va défendre le personnage de Guillaume, donc ce personnage interprété par Jean-Pierre Léaud. C'est un théâtre qui est particulièrement brechtien par essence, et c'est un théâtre dont Godard nous fait comprendre qu'il peut changer des choses. Et d'ailleurs, le personnage de Guillaume, c'est un personnage qui, in fine, dans ce film, va avoir le rôle finalement le plus sérieux. On voit que c'est le révolutionnaire qui peut le plus changer les choses. Et d'ailleurs, force est de constater que le film ne s'achève pas avec le mot fin, comme bien des films, comme une manière pour Godard de nous dire que ce véritable théâtre socialiste qu'il a montré, c'est quelque chose qui n'a pas de fin historique, c'est quelque chose qui peut changer la société, qui peut changer l'histoire. Au-delà de son message, dans ses moyens également, La Chinoise est un film brechtien. Il est un film brechtien parce qu'il va s'appuyer sur énormément des techniques du théâtre de Brecht, du théâtre épique. L'une d'elles, ça va être la surabondance de l'écriture et du texte. Le texte est partout, le texte est en insert, le texte est écrit sur les murs, le texte est déclamé par les personnages. C'est clairement un cinéma du texte, où le texte devient à la fois objet réflexif, devient slogan politique. Dans les dialogues également, le film va énormément laisser le temps aux personnages d'expliciter leur position, de présenter leur vision du monde, comme d'une façon très discursive en fait, pour proposer aux spectateurs une analyse et pour permettre aux spectateurs de réfléchir à ce qu'ils voient. La Chinoise n'est pas un film que l'on regarde de façon passive, c'est un film qui va convoquer des idées qui nous font réfléchir, qui nous invitent à réfléchir avec les personnages. Et dans l'information, plus que partout ailleurs, il nous faut examiner un problème sous ses différents aspects et non sous un seul. Bon, maintenant, à cette théorie, un petit problème. Naturellement, le film est extrêmement fragmenté, il va être énormément découpé, comme dans le théâtre épique de Brecht, et également, et c'est là le dernier point que j'aimerais citer par rapport à La Chinoise, c'est un film qui se définit lui-même comme un film en train de se faire. C'est un film qui, dès la première image, nous rappelle, à nous publics, que nous assistons à un film. Nous rappelle que c'est un faux documentaire. Et d'ailleurs, on va voir certains éléments du tournage à l'intérieur du film. On va voir en particulier le nom de Jean-Luc Godard apparaître dans le film. Également le nom du chef opérateur, Raoul Coutard. C'est donc un film qui nous rappelle qu'il est un film. Et en cela, c'est un film qui crée une véritable distance. On ne peut pas plonger dans cette réalité des personnages. On reste à l'extérieur de cette réalité des personnages en se rappelant que nous sommes en train de regarder un film en train de se faire, un film qui s'appelle La Chinoise, un film de Jean-Luc Godard. Mais il serait réducteur de dire que uniquement La Chinoise dans la filmographie de Godard est un film brechtien. À vrai dire, le premier film brechtien que va proposer Jean-Luc Godard, c'est un film de 1963, qui a été fait avant Le Mépris d'ailleurs, un film qui s'appelle Les Carabiniers, qui n'est pas son plus connu. Et pourtant, c'est vraiment le premier, à mon avis, à véritablement expérimenter l'épique de Brecht. Et il va l'expérimenter en mettant en œuvre un peu tous les procédés habituels, allant du regard caméra à la narration fragmentée entre scènes de guerre et cartes postales. Et c'est d'ailleurs pour moi une très jolie idée de cinéma, ces cartes postales qui font comme des cartons en fait entre les scènes et qui finalement empêchent de complètement rentrer, de complètement pénétrer dans cette guerre que le film est en train de nous représenter. Et d'ailleurs, il y a aussi une forme de comique dans ce film qui arrive finalement à nous faire prendre une certaine distance par rapport aux atrocités qui sont montrées.
Mais il y a surtout pour moi une scène qui est très importante dans ce film et qui est une scène, je dirais, assez théorique. Cette scène, c'est la scène dans laquelle le personnage de Michel-Ange assiste à une projection au cinéma. Il est donc dans cette salle de cinéma et il va assister à une sorte de deuxième arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Il va voir cette scène où une locomotive rentre dans une gare. Et Godard s'amuse à faire revivre la première réaction du public face au film de Louis Lumière. Le personnage de Michel-Ange va avoir un mouvement de recul face à cette locomotive qui avance vers lui. Plus tard, il va même se lever quand il va voir une femme nue dans une baignoire. Il va se lever pour essayer de s'approcher de l'écran. Il y a une identification complète. Et cette identification complète de Michel-Ange, le soldat, par rapport au film, est ici véritablement une critique de la part de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard nous dit, regardez ce personnage, de même qu'il va s'identifier au film qu'il est en train de regarder, de même, en tant que soldat, il va s'identifier complètement à la guerre absurde qui a lieu autour de lui, sans prendre de distance, sans s'interroger sur ce qu'il fait, sans s'interroger sur ce conflit. Et c'est exactement ce que Godard veut que le spectateur évite. De rentrer dans le film, de vivre un film de guerre dans lequel il est complètement happé par l'action, il veut aller de bataille en bataille, de voir comment le soldat va s'en sortir, en oubliant complètement que finalement ce qu'il représente, c'est une guerre, c'est un conflit, ce sont des morts, ce sont des personnes qui sont tuées par d'autres personnes. Et c'est justement là l'objet de la distanciation. Prendre de la distance par rapport au film nous permettra d'ensuite prendre de la distance dans notre propre vie. Alors que Michel-Ange, qui n'a aucune distance par rapport au film, qui se laisse immerger dans le film, n'est pas capable de réfléchir à ce qu'il vit au quotidien et va être complètement happé dans ce quotidien. J'aimerais citer un autre film de Godard comme un très bel exemple d'utilisation de la distanciation. Ce film, c'est Ici et ailleurs, un film de 1976. Et là, j'aimerais déjà qu'on s'arrête une seconde sur le titre, Ici et ailleurs. La distance est déjà posée dès même le titre. Ici, nous spectateurs dans la France de 1976, nous observons l'ailleurs. Et cet ailleurs, c'est la Palestine de 1970. Distanciation dès le titre. Et distanciation qui va être le cœur du propos. Ici et ailleurs, c'est un film qui va prendre le temps d'analyser le médium cinématographique. C'est un film qui va expliquer que finalement, un film est constitué d'images et que le message du film va être posé par l'assemblage de ces images. Et là, on est encore une fois dans la théorie brechtienne du théâtre épique, comme un théâtre fait de séquences qui sont assemblées sous forme d'un montage les unes après les autres pour donner sens à une narration épique, une narration globale. Mais là où veut en venir Jean-Luc Godard, c'est que justement, il y a une impossibilité complète à filmer en fait ce conflit. Et la distance va même faire partie finalement du procédé même de la fabrication du film. Ce qui, dans la théorie brechtienne, est aussi important. La conception de la pièce doit se faire avec distanciation. L'acteur doit apprendre tout autant sur la société que le spectateur. Et là, ce n'est pas l'acteur qui apprend sur la société. Là, c'est Jean-Luc Godard. C'est Jean-Luc Godard qui comprend l'impossibilité de filmer le conflit. Parce que ce qui est ici, à la seconde où il est filmé, c'est ailleurs. Les soldats qui filmaient, dans l'image d'après, ce sont des cadavres. Et d'ailleurs, il va y avoir énormément d'images qui vont être reprises en fait dans le film. Il va utiliser le même matériel filmique, donc celui qui a été filmé par le collectif Dziga Vertov. Il va utiliser ce matériel à répétition pour nous montrer à quel point les choses sont changeantes, à quel point la réalité est variable et à quel point finalement on peut faire tout dire à ces images. Mais ce qui importe dans tous les cas, c'est de nous rappeler que nous, spectateurs, nous sommes telle cette famille, assise dans un canapé, et que si nous ne prenons pas de distance par rapport à ce que nous montre notre télévision, nous pouvons croire tout et n'importe quoi. Dans ce plan-là, c'est pas ça qui est le plus intéressant. C'est ça. Tu le redis encore une fois, tu tiens la tête un peu plus droite, voilà. Première chose à dire, on voit toujours celui qui est mis en scène et jamais celui qui met en scène. C'est donc un film qui est basé sur les réagencements permanents des mêmes images,
pour faire émerger des vérités nouvelles, pour faire émerger des idées nouvelles. Mais c'est également un film qui propose une véritable réflexion, une distanciation par rapport à son propre médium, par rapport au pouvoir de l'image. Mais c'est également un film, je dirais, un film didactique. Et là, je prends à dessein le terme de Brecht. C'est un film didactique sur notre rapport aux images. Sans doute est-ce que nous ne savons ni voir ni entendre, ou alors que le son est trop fort et couvre la réalité. Apprendre à voir ici pour entendre ailleurs. Apprendre à s'entendre parler pour voir ce que font les autres. Les autres, c'est ailleurs de notre ici. Alors jusqu'à présent, j'ai analysé 3 films comme étant proprement brechtiens. La Chinoise, Les Carabiniers, Ici et ailleurs. Mais qu'en est-il du reste de l'œuvre de Jean-Luc Godard? Alors tout d'abord, comme je l'ai dit d'emblée, il y a un certain nombre de techniques de distanciation qui sont mises à l'œuvre dans les films de Godard, et ce dès À bout de souffle, et ça va rester vraiment une constante dans toute sa filmographie. Alors, ces éléments, ils sont nombreux. Le premier, c'est que finalement les films de Godard sont tous découpés en sorte de séquences relativement autonomes. On n'est pas du tout dans un grand drame à l'ancienne, mais vraiment on est très proche de la forme épique de Brecht, avec ces séquences qui peuvent se regarder de façon autonome, qui sont souvent découpées, marquées avec soit des cartons, soit des inserts, voire des intermèdes musicaux. La surabondance du texte pour délivrer des messages, c'est quelque chose qui est très marquant en fait, à première vue. C'est quelque chose par exemple moi, que j'ai beaucoup aimé à titre personnel dans Masculin-Féminin. En plus donc de cette surabondance de texte, de ces inserts permanents de messages à l'écran, écrits à l'écran, écrits pour que nous, spectateurs, nous les lisions et nous les réfléchissions. En plus de cela, il va y avoir un énorme travail qui va être fait sur l'image, naturellement, pour créer cette distanciation. Un travail en particulier, par exemple, sur les couleurs. Si je pense à Pierrot le Fou, par exemple, avec ses codes couleurs entre le bleu et le rouge. Codes couleurs que l'on retrouve d'ailleurs plus tard dans La Chinoise, on y revient, avec ce bleu-blanc-rouge permanent à l'écran. Mais également, en plus de l'image, c'est le son que va énormément travailler Jean-Luc Godard. C'est un aspect de son cinéma, je ne vous le cache pas, que j'aime particulièrement. Ce travail sur le son. En particulier, je dirais qu'on a un son qui parfois pourrait rendre fou n'importe quel mixeur, tant il est à dessein mal géré. On va avoir énormément de bruit qui va couvrir les paroles. On va avoir énormément de superposition, de strates de son les unes par-dessus les autres, qui nous mettent dans une certaine situation d'inconfort en fait, par rapport à cette masse qui est très difficile à analyser. Cette masse dont on arrive mal à faire sens. Parfois, on n'arrive même pas à comprendre ce que disent les personnages. Et qu'on s'apercevrait à l'usage de la faute commise et qu'on reviendrait avec une énergie accrue à l'ancien régime. Que l'expérience, quoique mélancolique, serait très profitable, car on montrerait qu'il faut maintenir l'ancien état de choses. Arrête de m'exciter. Et apporterait de nouvelles données, que par conséquent il faudrait même répondre dès maintenant jusqu'aux dernières limites de la... Aussi, quelque chose que fait énormément Godard dans ses films, c'est de commencer une musique et de la couper net. Pareil, de couper net une ligne de dialogue. Donc toutes ces coupures-là sont totalement artificielles et elles vont à l'encontre même du rôle premier, souvent de la musique par exemple dans le cinéma, qui est d'arriver à guider nos émotions. Ici c'est l'inverse. On commence à avoir une émotion, paf, elle est coupée et Godard nous invite à utiliser notre réflexion plutôt que notre cœur. Merde. Enfin, et là c'est à ma connaissance un cas unique, mais pour des raisons un peu techniques, dans Adieu au langage, Jean-Luc Godard nous invite même à prendre part à la conception du film. Et ça, c'est absolument magnifique. Car dans la théorie brechtienne, il y a l'idée qu'il ne doit pas y avoir de séparation entre la scène et le public. Le public doit faire partie du spectacle, mais non pas dans un sens d'immersion, mais il doit faire partie dans le sens où il doit pouvoir s'inviter dans le spectacle pour réagir. Il doit pouvoir s'inviter dans le spectacle pour le construire en même temps que les acteurs. Et ça, c'est possible dans Adieu au langage, car justement, avec la 3D,
Chaque œil voit une image différente. Alors dans une scène, très célèbre, elle a beaucoup fait parler d'elle, et à mon avis a raison, dans une scène donc, l'œil gauche voit l'un des personnages, l'œil droit voit un autre personnage. Normalement, avec la 3D, les images doivent être suffisamment similaires, elles doivent être travaillées pour être suffisamment similaires pour que la superposition des deux, l'une dans chaque œil, permette de voir une certaine idée de profondeur. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Ici, Godard l'utilise finalement complètement à contre-courant. Il l'utilise à contre-courant, nous montrant deux films, un dans chaque image. Et cette scène, c'est une scène de dialogue. Et donc, plutôt que de nous montrer un bête champ contre champ, avec la profondeur qui irait avec, ici, Jean-Luc Godard nous propose de construire notre montage. D'un clignement d'œil, nous arrivons à choisir si nous voulons voir la personne qui parle, si nous voulons voir son interlocuteur. Et ça, c'est une idée brillante, à mon avis. C'est une idée très, très profondément brechtienne dans la construction même du film. Mais en revanche, là où le bas blesse, c'est que si le cinéma de Godard est éminemment politique, on se dirait qu'il ne l'est pas forcément tout le temps. Typiquement, À bout de souffle, même si bien entendu il y a une certaine analyse politique à avoir derrière À bout de souffle, je dirais que ce n'est pas le film le plus fondamentalement politique et que toute la distanciation qui est mise en place n'est pas si utilisée que ça, n'est pas si exploitée que ça pour donner une vision politique et pour amener à une réflexion politique par rapport au film. La distanciation, en revanche, pour moi, elle n'est pas uniquement un effet stylistique ici. Quand elle n'est pas utilisée à des fins politiques, elle est utilisée à des fins, je dirais peut-être plus philosophiques. Elle est utilisée, à mon avis, pour nous faire nous interroger sur notre propre regard, pour nous interroger sur notre propre rapport au cinéma. Autre différence que je noterais entre le théâtre de Brecht et le cinéma de Godard, c'est finalement la place de l'émotion. Parce que l'émotion, je ne dis pas qu'elle est complètement absente du théâtre de Brecht, mais tout de même, Brecht essaye de la contenir le plus possible. Alors que dans le cinéma de Jean-Luc Godard, je ne vois pas ça. Et cela dès ses premiers films et jusqu'à ses derniers. Et que toi, on peut pas avoir de conversation. Jamais d'idées, toujours des sentiments. C'est pas vrai. Il y a des idées dans les sentiments. Il y a une véritable sensibilité qui est à l'œuvre dans la cinématographie de Godard. Une sensibilité qui va vraiment nous toucher énormément. Et si je prends par exemple un des films que je préfère de Jean-Luc Godard, qui est Vivre sa vie, avec une scène qui est merveilleuse, scène durant laquelle Anna Karina est au cinéma, elle assiste à une projection de La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer, et elle pleure. Et c'est une scène qui est éminemment touchante. Et même si, évidemment, on peut y voir certains aspects de distanciation, dans l'ensemble, pour moi, c'est une scène, et c'est un film, où Godard ne va pas tant rentrer dans la distanciation que ça. Il va inviter à une certaine distanciation pour nous interroger sur notre propre regard, sur la nature même du film, mais en même temps, il va quand même permettre des émotions à travers ce film. Et en cela, je dirais que typiquement, Vivre sa vie, j'aurais du mal à l'appeler un film didactique. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas dans une certaine mesure, ça ne veut pas dire que tous les films de Godard échappent à ce qualificatif de didactique. On l'a vu, beaucoup sont clairement didactiques, en particulier dans la période Ziga-Vertov. Mais pour autant, pour ma part, moi je préfère l'appellation épique pour parler de Jean-Luc Godard. Laissez-moi vous expliquer. Au cœur de l'appellation de théâtre épique, telle que choisie par Bertolt Brecht, il y a l'idée de l'importance, du caractère essentiel du langage. Et bien ce langage, justement, c'est un des thèmes prépondérants du travail de Jean-Luc Godard. C'est ce qui va être une sorte de fil continu dans toute sa filmographie. L'importance du texte chez Godard doit se comprendre ainsi. Godard lui-même a expliqué que d'après lui, nous vivons dans un monde où le texte a vaincu l'image. Le texte est partout, le texte permet l'analyse, mais en même temps, Godard cherche à pousser le texte dans ses retranchements. Il cherche à atteindre les limites du texte. Il va complètement déconstruire le texte tel qu'il est pensé. Il va le déconstruire en le rendant vain dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, le texte, quand il n'est que slogan,
Et on peut le voir un petit peu, je dirais quand même, dans la chinoise. Quand il n'est que slogan, le texte devient finalement une sorte de publicité assez creuse. Mais ce n'est pas toute la déconstruction que fait Godard. Beaucoup de la déconstruction que va faire Godard, ça va être une déconstruction littérale. Typiquement, on pensera au générique de Pierrot le Fou, où les lettres apparaissent une à une. Plutôt que de construire un texte de gauche à droite, de la première lettre à la dernière lettre, il va construire un texte en faisant apparaître d'abord les A, les B, les C, etc. Ce qui est une vision complètement nouvelle et complètement spectaculaire, je dirais, du texte. Et cette déconstruction des lettres, on va énormément la retrouver également plutôt dans ces derniers films, où il va y avoir énormément de textes qui vont être montrés à l'écran et de jeux de mots, d'analyse, de zoomer sur une partie du texte, de le réécrire. Donc par exemple, on aura ça dans Adieu au langage, où toutes les possibilités phonétiques de Adieu au langage vont être exploitées pour essayer justement de déconstruire ce que Adieu au langage essaye de signifier. Cette défiance vis-à-vis du langage, que l'on trouve déjà, par exemple, décrite dans le film Alphaville, c'est une défiance que l'on peut analyser également à travers le spectre d'une citation, une citation qui n'est pas de Jean-Luc Godard, mais qui est reprise par Jean-Luc Godard, c'est une citation de Luc Moulet. « Le langage, monsieur, c'est le vol. » Et Jean-Luc Godard approuve cette déclaration. Et il rajoute que nous sommes les enfants du langage cinématographique. Alors donc, le langage cinématographique est-il un rapt ? Le langage cinématographique est-il un enlèvement du spectateur ? Et bien d'ailleurs, cette défiance vis-à-vis du langage cinématographique, comme je l'ai dit, elle est présente dans le film ici et ailleurs. Mais alors, que faire ? Eh bien, Godard nous propose une solution, encore une fois inspirée de Brecht. Ce qu'il propose, c'est de faire un cinéma didactique, et on y revient à ce terme didactique. Il nous propose de faire un cinéma didactique, mais non pas sur une didactique politique, même si à la fin, on revient à du politique, car le langage c'est politique également, mais non pas directement politique, mais un cinéma didactique sur le langage et sur notre rapport au langage et au langage cinématographique. Et cette approche didactique, cette approche réflexive, va amener Jean-Luc Godard à vouloir construire un cinéma épique basé sur un langage nouveau. Et de façon très intéressante, cette épique basée sur le langage nouveau, eh bien finalement, il va baser sur un langage nouveau qui est lui-même issu de l'épique et de la déconstruction du langage qu'a apporté cette réflexion épique sur le cinéma. Ce cinéma épique initial, donc les premiers films de Godard, il a finalement mené à une rupture progressive du langage. Le langage chez Godard a commencé, comme dans notre langue normale, il a commencé de façon monodimensionnelle, c'est-à-dire avec des phrases qui ont un début, une fin, qui s'étendent dans le temps. Monodimensionnel, une ligne. Et rapidement, le langage, il a envahi l'écran. Il est devenu bidimensionnel. Et ça a lieu, comme je l'ai dit, dès Pierrot le Fou, avec l'apparition des lettres, on est à mon avis dans un langage bidimensionnel. Un langage qui investit le plan, qui ne reste plus que sur une ligne. Avec cette deuxième dimension du langage, on ne s'approche pas encore des capacités totales que peut avoir le langage nouveau au cinéma. Et alors, Jean-Luc Godard va amener une troisième dimension avant même Adieu au langage, qui est un film en 3D. Mais Adieu au langage est la conséquence, à mon avis, de cette troisième dimension qui existait déjà dans bien des films avant lui. Cette troisième dimension, c'est la superposition. Le cinéma de Godard est un cinéma de superposition, d'empilement. Les plans se superposent les uns aux autres. J'en ai parlé dans la musique, mais c'est valable également dans l'image. Dans l'image, les plans vont vraiment apparaître les uns par rapport aux autres, les textes vont s'enchevêtrer. Ce texte nouveau, qu'il soit d'ailleurs du texte écrit ou du texte image, ne peut exister dans ce cinéma, dans ce langage cinématographique nouveau, que s'il est superposé à une autre image. Et c'est cela d'ailleurs qui va révéler d'autres vérités sur le monde qu'il est en train de décrire. Et c'est un langage qui du coup devient un langage proprement historique, car ces images, ces textes, Godard va les puiser dans le passé culturel de l'humanité. Il va les puiser dans des images d'archives, en plus des images que lui-même filme, dans des images de films. Il va les puiser dans des citations de philosophes, des citations d'écrivains. Il va citer également des peintres, des
des sculpteurs. Bref, c'est l'art et l'histoire qui vont finalement fournir les nouveaux mots de ce langage cinématographique nouveau. Et pour moi, le premier film à vraiment exploiter ce langage cinématographique nouveau dans le cadre d'un cinéma épique, c'est Histoire du cinéma. Et comme je l'ai fait pour Ici et ailleurs, j'aimerais que l'on prenne un peu de temps pour discuter du titre. Parce que le titre lui-même du film porte la promesse d'un film épique, d'un cinéma épique. Histoire du cinéma. Déjà, c'est un titre clairement qui invite à une sorte de réflexion. Il nous indique que le film va être analytique. Pourquoi ? Parce qu'il a presque une sorte de titre de manuel scolaire en fait. On n'a pas l'impression qu'on va s'asseoir devant un divertissement. On sait que l'on va assister à un film qui va nous parler de quelque chose d'important, qui est l'histoire du cinéma. Et d'ailleurs, le fait que le film parle de l'histoire du cinéma, ça a un côté très autoréflexif finalement, et qui est encore une caractéristique du théâtre épique. Réfléchir sur son propre médium. Histoire du cinéma, dès le titre, on sait que c'est un film qui va parler de son propre médium. Et c'est un film qui nous promet de nous raconter une grande narration épique. L'histoire du cinéma, c'est quand même pas rien. Mais cela de façon brisée. Parce que histoire n'est pas au singulier, n'est pas non plus au pluriel. Il est les deux. Histoire, entre parenthèses, S. Et cette entre parenthèses S nous indique qu'en nous racontant la grande histoire, il va en fait nous raconter des petites histoires. Et n'est-ce pas là, encore une fois, le cœur du théâtre épique, de raconter une grande narration en la scindant en petits fragments autonomes. Chacune des parties des histoires du cinéma peuvent se regarder indépendamment. Et même au-delà de ça, on peut même ouvrir n'importe quelle de ces parties à n'importe quel moment et pouvoir suivre. On n'est pas du tout dans une narration qui a besoin de connaître l'avant pour comprendre l'instant présent, et où l'instant présent va déterminer l'après. Naturellement, il y a une construction, naturellement je ne dis pas que l'ordre est aléatoire, mais pourtant chaque partie de l'histoire du cinéma est une petite histoire du cinéma en elle-même. L'homme, dans son pauvre les endroits qui n'existent pas. Et avec ce langage nouveau, ce langage qui est constitué à la fois de textes, d'apparitions, de superposition de textes, donc de ce texte, comme je l'ai dit, tridimensionnel, mais également de superposition d'images, de superposition de sons, de saturation visuelle et sonore absolue. Avec ce langage nouveau, donc, Jean-Luc Godard nous invite dans ce film à complètement briser en fait notre rapport au cinéma. Il va complètement déconstruire notre vision. Il va nous inviter avec lui à prendre de la distance par rapport à cet art que nous aimons, que nous regardons tous. Et il va nous amener dans une narration complètement sinueuse à travers finalement très loin d'une vision chronologique de l'histoire du cinéma, à travers finalement un certain nombre d'époques, d'idées, où se mélange de la politique, de la philosophie, de l'art. Et le tout servi par un montage particulièrement soigné, et qui fait, à mon avis, que Histoire du cinéma n'est pas seulement l'un des plus grands films de Jean-Luc Godard, mais est l'un des plus grands films tout court. Si un homme traversait le paradis en songe, qu'il reçut une fleur comme preuve de son passage, et qu'à son réveil, il trouva cette fleur dans ses mains. Que dire alors? J'étais cet homme. Alors que conclure de cela? Que Bertolt Brecht a énormément influencé Jean-Luc Godard, c'est une évidence. Que cette influence va au-delà de simplement copier le procédé brechtien pour passer des messages politiques, comme il peut le faire dans Les Carabiniers ou dans La Chinoise.
Évidemment, Godard va s'emparer finalement de ce processus du théâtre épique, de ce processus de la distanciation, pour servir en fait sa vision qu'il a du langage cinématographique et pour construire en fait un langage cinématographique nouveau. Ce langage qui est un langage de finalement presque l'après la mort du cinéma. Parce que Godard est conscient des limites du cinéma. Il est conscient que le cinéma peut s'arrêter. Et il est conscient que le cinéma n'est rien. Alors quittons-nous avec cette réflexion qui est très godardienne et qui est répétée dans les histoires du cinéma. Qu'est-ce que le cinéma? Rien. Que veut-il? Tout. Que peut-il? Quelque chose. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.